Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est ce qui va constituer la critique que Lévinas va faire de l'enracinement. Et d'abord à travers un premier point qui va partir d'un texte que Lévinas publie en 1934 dans la revue Esprit, un article plus précisément appelé « Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme ». L'idée essentielle est bien de montrer comment l'enracinement, c'est l'autre nom du mal. Ce constat, à partir d'une analyse d'un texte portant sur Hitler, est d'autant plus intéressant que 6 ans plus tard, Simone Weil, dont nous avons eu l'occasion de parler ensemble, va publier un texte d'ailleurs dont le titre peut sembler assez proche, quelques réflexions sur les origines de l'hitlérisme. Alors il est bien probable que Simone Weil n'avait pas connaissance du texte de Lévinas, mais ce qui est intéressant de remarquer comme point de départ, c'est qu'on a chez ces deux penseurs une analyse des dangers, du drame que représente l'hitlérisme, alors qu'on a, à propos de notre question de l'enracinement, deux approches qui semblent radicalement opposées. Pour la première, le mal, c'est le déracinement. On l'avait vu à propos de l'expansion de la colonisation, etc. Alors que pour Lévinas, le mal, c'est l'enracinement. Donc, au fond, il va y avoir deux lectures de ce phénomène qu'est l'hitlérisme. L'une à partir d'une critique du déracinement et l'autre à partir d'une critique de l'enracinement. On pourra se demander si, d'ailleurs, les termes d'enracinement et de déracinement ont nécessairement le même sens chez l'un et chez l'autre. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le constat que l'on peut faire, c'est qu'il va y avoir un point commun dans ces deux analyses, à savoir le rejet de toute forme d'expansionnisme et de totalitarisme. Le titre du texte de Lévinas est immédiatement surprenant. Je le relis, quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Texte que vous pouvez facilement, pour indiquer les liens, trouver en ligne et lire, texte assez court. Il peut être choquant de parler de philosophie de l'hitlérisme. Là où on a affaire à un discours qu'au premier abord, on pourrait qualifié comme étant dénué de toute forme de pensée. Mais il ne s'agit pas, en parlant de philosophie de l'hitlérisme, de donner une dignité, bien sûr, à cette parole. Il s'agit, pour Lévinas, d'analyser quelle est la forme même de la conception de l'homme qui habite ce discours, qui habite cette idéologie. La thèse de Lévinas, qui va soutenir dans ce texte, est de dire que l'hitlérisme apparaît comme l'expression des sentiments élémentaires qui mettent en question même les principes d'une civilisation. Sa caractéristique essentielle est d'être en rupture avec l'esprit même de liberté. Il ne s'agit pas de voir dans l'hitlérisme un type de régime qui réduit, supprime pas les libertés politiques et d'assimiler ce système à un système de despotisme, de dictature. Il s'agit de voir qu'il y a une forme d'innovation dans l'hitlérisme. Et cette innovation, elle réside dans l'entrée en servitude dans laquelle on atteint l'humanité même de l'homme. L'hitlérisme, c'est l'expérience, dit nous montrer, d'une brutalisation de l'existence dans laquelle est affirmé de manière première le corps biologique. Or, une telle affirmation va à l'encontre de tout ce qui a construit notre civilisation et tout ce qui est la base, fait la base même de l'humanisme occidental, à savoir l'esprit de liberté. Comment ? En 4 points, Lévinas va reprendre 4 grands moments de
notre civilisation. Ces 4 grands moments sont le judaïsme, le christianisme, le libéralisme et le marxisme. En quoi l'hitlérisme s'oppose radicalement et détruit radicalement les fondements même de ces 4 grands moments. Prenons-les dans l'ordre. Le judaïsme. Qu'affirme le judaïsme? Quelle est l'innovation, une des innovations fondamentales du judaïsme? C'est l'affirmation du pardon comme la possibilité d'une rupture avec le passé. Le temps n'est plus pensé comme absolument irréversible. Quel est le point novateur du christianisme? C'est l'idée de salut. L'idée de salut qui est synonyme d'une liberté à l'égard de tout attachement au passé. L'homme peut être pris dans la logique du péché, il peut être marqué par la tâche du péché originel. Un salut est possible, il lui est possible de se racheter. Autrement dit, on rompt radicalement avec l'idée d'une fatalité. Mais ce rachat est aussi possible pour tous. Il y a une égale dignité des hommes qui est due au pouvoir qu'a l'âme humaine de se libérer de ce qui a été. Troisième point, le libéralisme. Quelle est l'affirmation fondamentale du libéralisme? L'affirmation de la souveraineté de la raison. L'homme est cet être qui peut s'arracher à sa condition biologique. Il a des désirs qui peuvent lui venir du corps, mais justement, il n'est pas que cela, il est un être doté de raison, et grâce à sa raison, il peut parvenir à une forme d'autonomie. C'est-à-dire que l'esprit humain est placé sur un plan supérieur au réel. On peut s'affranchir de l'histoire et devenir les auteurs de sa propre histoire. Donc, là, c'est la grande affirmation de l'humanisme des Lumières. Quatrième point, le marxisme, qui pourtant fait une critique radicale du libéralisme, qui fait une critique de l'idéalisme des Lumières, en disant, mais finalement, cet idéalisme des Lumières laisse complètement de côté les déterminations sociales et économiques. Et, au fond, n'est qu'un leurre. L'homme, tout homme, est pris dans tout un ensemble de déterminations sociales et économiques. Cette fameuse formule de Marx, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, ce sont les conditions sociales de leur existence qui déterminent leur conscience. Pour autant, si l'homme est cet être qui est déterminé par des conditions sociales et économiques, il lui reste la possibilité à la conscience humaine de surmonter cette aliénation par la prise de conscience de ces conditionnements. Judaïsme, christianisme, libéralisme, marxisme. 4 moments, où la liberté est définie par un rapport au temps, à travers le pardon, le salut, l'autonomie et la compréhension de ses conditions d'existence. Il est possible à l'homme, et c'est ce qui caractérise, l'homme, et c'est ce qui fait sa grandeur, il lui est possible de s'émanciper de l'irréparable. L'hitlérisme, c'est l'affirmation totalement inverse. L'hitlérisme, c'est ce qui vient rompre avec cette idée de base de l'humanisme occidental en définissant l'essence de l'esprit par l'enchaînement au corps. Ce qui devient donc le cœur de la vie spirituelle, c'est le biologique. Être soi-même, exister pleinement, c'est être dans cet enchaînement au corps. Alors bien sûr, ce ne serait pas l'objet ici, mais là-dessus, on peut retrouver une idéologie qui s'est construite dès le XIXe siècle, en Allemagne, du sol et du sang, qui va être ravivé complètement et développé complètement par Hitler. Mais ce qu'il s'agit de souligner, ce qui intéresse ici Lévinas, c'est l'hitlérisme à ce moment-là, qui apparaît comme une inversion totale du processus par lequel l'homme s'est défini dans notre civilisation. Avec l'hitlérisme, le passé triomphe et installe l'homme dans un destin. Le biologique, je disais, devient le cœur
de la vie spirituelle. Se déploie alors un nouveau sentiment de l'existence qui n'est rien d'autre qu'une attaque sans précédent à l'humain. C'est au fond, avec l'hitlérisme, l'existence humaine qui est caractérisée comme rivée, attachée, enracinée. L'hitlérisme définit l'esprit par une mystique du corps et une mystique biologique. Et alors, comme aucune vérité ne peut renoncer à l'universalité, celle-ci, avec l'hitlérisme, prend la forme de l'expansion de la force. L'hitlérisme, nous dit Lévinas, ne peut donc conduire qu'à la guerre. Contre cet enchaînement, il va s'agir de comprendre pour Lévinas comment l'existence, au contraire, se définit par l'évasion. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? Évasion de quoi? On peut se tourner vers l'étymologie du terme d'existence. Exister, c'est sortir de soi. L'existence, étymologiquement, c'est un arrachement. C'est justement le refus de tout enracinement. Mais au point où nous en sommes ici, une telle affirmation peut rester quelque peu énigmatique. Pour mieux la comprendre, il va s'agir de voir maintenant en quoi toute pensée de l'enracinement, donc qu'on voit pointer très fortement de la part de Lévinas dans l'hitlérisme, mais d'une manière plus générale, toute pensée de l'enracinement représente un danger et une négation de ce qui constitue l'existence humaine. Remarque, je reviens sur la problématique posée, remarque d'autant plus étrange que jusqu'alors, nous avons plutôt montré que c'était le déracinement qui représentait un danger. Comment donc comprendre définitivement l'enracinement comme danger? Comment comprendre cette idée que l'enracinement, c'est le mal?